On va passer donc à la session suivante. Elle s'intitule aussi Quelle nature protégée, avec les mêmes S entre parenthèses et le même point d'interrogation à la fin. Rémi Louglia, c'est vous donc qui en êtes le modérateur. Alors vous, en petite intro de cette deuxième session, votre regard sur la thématique. Évidemment, c'est vous qui l'avez choisi, donc j'imagine que vous n'êtes pas... Oh oui, elle est excellente, hein, cette thématique. Oui, hein, vous avez remarqué. C'est nous qui l'avons choisie. Donc, l'idée, c'était de faire une double session. On l'a séparée en deux, mais c'est la même thématique. C'est de s'interroger sur ce que contient ce terme de nature, entre guillemets, et d'analyser selon les regards des groupes sociaux et également des époques. C'est bien pour ça qu'on le met au pluriel, de façon à s'interroger, à interroger cette thématique-là. On vient de voir là 3 exemples qui me semblent tout à fait intéressants, 3 points de vue différents, on voit bien de disciplines aussi variées, mais qui éclairent cette notion-là. Ici, sur cette session, il s'agit d'être sur une dynamique peut-être un peu plus historique, je dirais, même si Marc Lucas a déjà parlé un petit peu de dynamique et d'histoire, avec des thématiques là aussi variées. Donc on continue de balayer un peu les champs, d'abord avec une présentation sur les zones humides. On va voir là du coup un écho à ce que disait Marthe à l'instant, sans doute. Donc c'est Bertrand Sajaloli qui va venir. Il veut bien voilà, nous rejoindre au pupitre pendant que vous présentez les autres intervenants, si vous le souhaitez. Oui, voilà, donc simplement sur les thématiques, donc les zones humides. On va parler aussi des forêts avec Laurent Latuilière. Il y avait une communication prévue sur l'ours, mais on en dira un mot puisqu'elle est disponible en ligne, elle ne sera pas faite ce matin. Et enfin, on va aller sur le CNPN, Conseil national de protection de la nature. Ça fera là aussi un écho avec ce qu'on disait sur les SRPN, avec un niveau différent là aussi et une perspective toujours historique. Donc Bertrand Sajaloli est un géographe de l'Université d'Orléans qui préside un groupe d'historiens, un groupe d'histoire des zones humides, ce qui montre qu'on n'est pas totalement sectaire. Donc ce groupe d'histoire des zones humides associe des chercheurs de différentes disciplines sur cette thématique particulière, et Bertrand lui-même travaille en tant que géographe fortement sur cette notion de zone humide, particulièrement sur les mares et les mouillères. Il va parler au nom d'un collectif de 3 chercheurs. Je ne sais pas, Bertrand, si tu veux qu'on dise un mot de Corinne Beck et de Marguerite Marinval. Oui. Bon, donc Corinne Beck, c'est une professeure d'histoire médiévale qui s'est intéressée depuis longtemps à cette question de l'environnement, à la place des hommes et leur rapport, des humains et leur rapport avec l'environnement. Elle est coprésidente du conseil scientifique du PNR du Morvan. Ce n'est pas rien, hein, une archéologue historienne, coprésidente d'un conseil scientifique d'un parc naturel régional. Elle est membre aussi depuis 2018 du comité scientifique du COS, hein, de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Marie-Christine Marinval est également archéologue, maître de conférence à Paris 1. Elle participe au groupe de recherche sur l'archéologie environnementale. Voilà, donc on a ici un beau groupe. Et donc, Bertrand, tu vas nous parler des zones humides sous titre de provocation, en quelque sorte, une protection contre nature. Et vous êtes géographe, on l'a pas dit, mais parce que, voilà, à l'Université d'Orléans. Voilà, bonjour. Pardonnez-moi à l'avance parce que je vais vous bombarder de diapositives que je vais être obligé de passer extrêmement vite. Et dans ce titre, une protection contre nature, il y a une espèce d'ambiguïté entre le fait que les zones humides, depuis les années 70, bénéficient d'un regard très attentif, très fort de la part des écologues, des protecteurs de la nature, des différentes politiques de protection de la nature en France, à tel point, vous le voyez dans le petit camembert, que si l'on prend les 350 réserves naturelles régionales ou nationales de France, il y en a 70% qui sont entièrement constituées des zones humides ou dans lesquelles les zones humides sont extrêmement importantes. Et pareil, si on prend les sites Natura 2000. Alors, il ne s'agit évidemment pas de ma part, d'autant plus que j'ai fait ma thèse sur ces questions-là, de dire qu'il ne faut pas protéger les zones humides. Hein. Évidemment qu'il y a des argumentations scientifiques. La biodiversité, d'une part. Voilà, quelques chiffres. Hein. Les mares, qui m'ont beaucoup intéressé à un moment. 0,05% de la superficie française, à peu près 50% de la biodiversité qui est liée aux zones humides. Et également, par l'ampleur de la destruction, peu de milieux ont autant morflé
au XIXe siècle, au XXe siècle, que les zones humides. Mais quand même, cette attirance pour les zones humides surprend, d'une part parce que ce n'est pas les seuls à être à la fois riches et à être très menacés, et donc on peut se demander d'une certaine manière si on ne trouve pas dans les zones humides des lambeaux d'une nature naturelle et dans lequel l'aménagement ou la restauration ou le génie écologique pourrait compenser une certaine souillure ou une certaine pression trop forte de l'homme. Alors, cet engouement contemporain, il répond en creux à un formidable désintérêt des naturalistes au XIXe siècle, et avec aussi quelque chose qui est très étonnant quand on le lit. Regardez, vous voyez les mots de Buffon, je vous le laisse lire. Là, en gros, les zones humides ne sont pas des milieux naturels, et c'est en les supprimant que, enfin, la vraie nature et la belle nature apparaîtra. Et il y a là une espèce de phénomène de total aveuglement, c'est-à-dire que on voit pendant un siècle les naturalistes qui font des inventaires floristiques et faunistiques par des sociétés savantes, etc., qui voient que ce sont des milieux qui sont extrêmement riches, mais le milieu culturel anti-zone humide est extrêmement fort, qui sont incapables de faire le lien entre leurs constats scientifiques et le fait de dire au bout d'un moment, mais c'est quand même dans les marais, dans les zones humides, qu'il y a une richesse qui est extrêmement forte. Et donc, à travers ce contraste, aujourd'hui et hier, on interroge un petit peu quelles sont les perceptions des savants. Et moi, je ne m'inclus pas dedans, parce que je ne suis pas... je suis science molle en géographie, mais la perception, si vous voulez, de ce qui peut être les écologues, les protecteurs de la nature, par rapport à ça, et avec évidemment une question, se demander est-ce que l'eau dormante, par sa puissance symbolique, par les fluctuations culturelles de cette même puissance, est-ce qu'elle ne guiderait pas plus sûrement, ou en tout cas autant que l'écologie, la main des gestionnaires et des protecteurs de la nature. Alors, je vais d'abord vous montrer un premier travail qui a été fait par mes étudiants de l'ALP cartographie géomatique. Je vous passe le détail, on est expert en maniement de databases, diagrammes, etc., qui nous a permis en suivant, et je remercie d'ailleurs Henri Jaffeux qui m'avait donné beaucoup de documents pour m'aider à préparer cette documentation, on a retracé certaines étapes plus caractéristiques dans la protection de la nature, et on est arrivé, je crois, à une carte. Alors, est-ce que ça va marcher? Attendez. Vous m'aviez dit que ça marcherait, mais bon, peu importe. C'était une animation, on voyait apparaître. Voilà, on est dans des situations limites, peu importe. C'est une animation dans laquelle on avait fait, en superposant des calques, on voyait comment, de 1912 jusqu'à aujourd'hui, les 350 réserves naturelles, régionales ou nationales apparaissaient les unes à part les autres. Et regardez, on voit d'une part en bleu la part très importante des réserves naturelles qui sont liées à des zones humides, et on voit également un engouement extrêmement récent qui date notamment des années 1990, avec le lancement par le ministre Barnier du plan national d'action en faveur des zones humides, le lancement après du PNRZH et des différents pôles. Et nous avons également réalisé des petites animations, voilà, dans les dom-toms, puisque... Ah, voilà, j'ai un petit problème pour faire défiler tout ça. Bon, c'est ma faute, j'ai mis trop de diapos. Voilà. Quelques éléments aussi pour voir quelle est la part des zones humides, et avec là aussi une manière, vous voyez ici ce schéma qui résume un petit peu bien. Alors ça, il y a uniquement les zones humides, là, il n'y a pas le tiers des autres espaces protégés en milieu humide. On voit à la fois les différentes périodes, et on voit aussi des phénomènes de mode. On a 10 ans de mode de la tourbière, 10 ans de mode de la mangrove. Alors là non plus, il ne faut pas... Évidemment que la mangrove mérite une attention, évidemment que les tourbières,
voilà, sur lesquels j'ai longtemps également travaillé, méritent une attention, mais ces phénomènes de mode sont absolument incontestables dans la protection de la nature et il faut les intégrer. C'est ce que vous voyez apparaître par ce schéma qui montre ces effets de mode ou bien par ces différentes liées à des traitements qui montrent un petit peu le poids des différents types de milieux dans la protection. Autre phénomène de mode, mais aussi phénomène politique, puisque quand on fait ce tableau qui montre la part des réserves naturelles par rapport à la superficie de la France et la part de la superficie que représente la région par rapport à la France, on voit apparaître la région Hauts-de-France et plus particulièrement les deux départements du Nord-Pas-de-Calais, et il est totalement évident que l'action de Marie-Christine Blandin, quand elle devient la première présidente écologique de région, associée avec les socialistes, dans un contexte où la région est en crise, non seulement en crise industrielle, en crise charbonnière, mais aussi en crise d'identité, et c'est une volonté politique extrêmement forte de rechanger le marketing territorial, les projets territoriaux, en s'appuyant sur les zones humides, qui a marqué. Et vous auriez vu dans l'animation qu'il y a là, dans ces années 90, une explosion de ces zones humides. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'elles ne sont pas intéressantes, mais il s'agit de dire aussi qu'elles correspondent à un moment donné à une dimension politique. Et vous voyez ici ces schémas qui expriment à peu près la même chose. Et à l'inverse, il y a des régions qui, politiquement, semblent moins intéressées par la protection de la nature. Ce n'est pas pour autant que les zones humides n'y sont pas très nombreuses et très riches. Alors, deuxième temps, maintenant, pour rester à peu près dans la norme des 15 minutes, ce discrédit scientifique, si on se met au XIXe siècle, quel est finalement, quel est-il, quel poids est-il et quelles en sont les raisons qui ont empêché les savants aussi extraordinaires que Élisée Reclus, le pionnier de l'écologiste, Buffon, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, qui est un des pères de la protection de la nature, pourquoi un tel aveuglement et pourquoi une telle incapacité à réfléchir à partir de leurs données pour mettre en place un constat de richesse des milieux. Donc une véritable aporie scientifique. Et alors là, il y a des textes qui sont extrêmement nombreux. On en a fait une toute petite sélection. Mais vous voyez un texte qui est là dans l'histoire des marais et des eaux stagnantes. Il existe au sein des États les plus florissants de l'Europe de vastes contrées que les eaux stagnantes ont envahies. Une race d'hommes dégénérés habite auprès de ces foyers toujours vivants dans les dits meurtrières. Elle est peu connue et cependant tout en elle appelle l'attention du législateur et du médecin. Son dépérissement est extrême, etc. Bref, comme disait Yves Gimbul, à mauvais pays, mauvaises gens. Et il y a des descriptions en particulier de la Solonne, où on voit les Soloniaux non seulement malades, voûtés, mais mauvais maris, mauvais catholiques, mauvais travailleurs, de peu de moralité. Et c'est pas vrai ? Quoi ? C'est pas vrai ? Écoutez, j'habite en Sologne que depuis une vingtaine d'années, et j'ai cru comprendre qu'il fallait au moins plusieurs siècles d'appartenance pour avoir droit à ce titre. Donc, vous voyez, l'hypothèse, c'est que finalement, il y a une espèce d'impossibilité de penser le marais de manière objective, qui est liée à la culture. Alors, ce qui est d'autant plus étonnant, moi, en tant que géographe, j'ai évidemment une grande passion pour Élisée Reclus, qui est qui est à la fois très original et qui est quand même un penseur un petit peu hors norme. Et même Élisée Reclus, pionnier de l'écologie, banni un engagement auprès de Dreyfus extrêmement fort. Quand il parle, dans un premier temps, c'est un des premiers qui dit que l'homme détruit la nature, c'est le texte que vous avez ici. Mais dans un autre ouvrage du sentiment de la nature dans les sociétés modernes, il arrive à dire « Les tourbières rougeâtres de l'Irlande, remplacées par les forêts de mélèzes, de cèdres, de sapins argentés, ne sont-elles pas d'admirables exemples de ce pouvoir qu'a l'agriculteur d'exploiter la terre à son profit tout en la rendant plus belle ?» C'est-à-dire que la seule nature qui n'est vraiment pas une nature qui vraiment s'agit de dégommer, c'est vraiment les zones humides. Alors, cette pensée anti-paludéenne, on en trouve un certain nombre de moteurs.
certains qui sont très connus, en particulier l'influence des physiocrates, qui marquent le temps des Lumières et qui veut qu'une belle nature est nature que l'on peut cultiver, qu'on peut cultiver en circuit court, dans lequel il y aurait une complémentarité entre élevage, vigne et agriculture. Et on a là rassemblé, on a un corpus de textes qui est extrêmement étoffé autour des physiocrates, avec quand même une grande surprise, c'est que le mouvement physiocratique, il va jusqu'à la Première Guerre mondiale, et qu'on trouve encore dans les années 10, des textes qui montrent que, vers un moment, il faut supprimer les marais, qu'on va les récupérer, etc. Alors que, historiquement, quand même, l'abbaye du Quesnay, il est 18e siècle. Vous voyez, une pensée qui continue. 4 minutes. Voilà. Deuxième influence majeure, qui est l'influence des hygiénistes, extrêmement forte au XIXe siècle, avec des descriptions apocalyptiques des maladies qui se transmettaient, les miasmes, les odeurs délétères, avec des maladies qui se transmettent et qui touchent l'homme. Madame de Staël, quand elle voyage dans les marais pontins, dans la lourdeur de l'Our, tout d'un coup, a des pensées coupables. Et ce n'est qu'en sortant des marais que tout d'un coup, en bonne catholique qu'elle est, elle se retrouve elle-même et qu'elle reprend tous ses sens. Une influence également de l'Église catholique, étant proche d'Orléans, j'ai évidemment, je ne sais pas si je vis sous l'influence de Dupanloup, peut-être plus connu aujourd'hui pour la chanson paillarde, même si c'est une tradition qui se perd, que pour son œuvre en tant qu'évêque d'Orléans et à la tête du parti religieux sous Napoléon III, mais l'Église prend parti très fortement contre les zones humides au moment où il faut rechristianiser les campagnes, en les assimilant à des lieux de diable, etc., et en intervenant, et j'ai suivi ça en Sologne, directement auprès des aristocrates, en disant « drainez vos marais, continuez l'œuvre engagée au niveau de vos domaines par Napoléon III, et vous ferez retrouver ainsi un sentiment chrétien aux gens qui appartiennent à vos domaines. » Poids politique, enfin, notamment dans la deuxième moitié du XIXe siècle, pendant l'empire de Napoléon III et surtout après la défaite de Sedan, il y a là une compétition entre la France et l'Allemagne pour faire un inventaire des richesses qui se joue en termes de statistiques et toujours dans une notion d'utilité. Et dans cette conception scientifique, dans cette formidable éclosion des sociétés savantes, mais quand on regarde de près, ces sociétés savantes sont aussi des notables qui ont des fonctions politiques et qui concourent donc à la création de ce discours qui veut que la France soit pleine de richesses. Eh bien, finalement, les zones humides, dans ce triple contexte, sont totalement ne s'en sortent pas au XIXe siècle, et aucun savant n'a finalement la liberté de penser et de faire le lien entre la biodiversité qu'il trouve dans ses inventaires et le lien que les zones humides soient riches. Donc je vous passe pour finir, mais je vous ai un petit peu tout dit. Le glissement, c'est ce que montre Rémi Luglia dans ses travaux sur le castor, intervient à la veille de la Première Guerre mondiale, en 1912, si mes souvenirs sont bons, quand tout d'un coup, en voulant protéger le castor, on s'est dit il faut peut-être aussi protéger l'habitat du castor, et là, tout d'un coup, après la Deuxième Guerre mondiale, on y arrive. En conclusion, voilà, et je crois que je suis à peu près dans les temps, une conclusion qui est toute simple, qui est de dire que finalement, derrière les scientifiques, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des femmes et des hommes de leur temps, et qu'il ne faut jamais négliger quel est le poids de la culture, le poids des individus dans ce qu'ils sont à un moment donné, dans une société donnée, même si ce sont des savants. Donc, au XIXe siècle, le discrédit culturel sur les zones humides est tellement fort que ça les empêche de faire le lien entre leurs travaux et la valorisation des zones humides. Au XXe siècle, aujourd'hui, on peut penser que cette posture de sauveur de la nature, cette recherche d'une nature non touchée par l'homme l'emporte. Et voilà. Et donc, vous êtes des femmes et des hommes de votre temps, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais qui nous amène parfois à relativiser un petit peu notre savoir, un savoir savant, par rapport à un savoir culturel. Je vous remercie. Merci. Bertrand Saint-Gelody, si vous voulez bien me rejoindre ici. Alors, Rémi, l'intervention suivante, c'est celle de Laurent Latulière.
Oui, le lien est tout trouvé, hein, puisque Laurent va nous parler. Donc Laurent Lathuilière, qui est agent ONF, alors que je retrouve, forestier de Ça se voit tout de suite d'ailleurs. Il a un bel uniforme. Il va nous faire le lien avec ce que vient de dire Bertrand, puisqu'il va nous parler, là encore, d'êtres humains, d'individus, les forestiers, et leur rapport avec la science forestière et la science écologique au fil du temps, et de voir comment ils ont pu considérer différemment leur forêt et la façon de les protéger. C'est à vous. Bien, merci Rémi pour cette introduction. Merci à toutes et tous d'être présents ici ou derrière vos écrans. Merci aux organisateurs d'avoir retenu ma communication. Je souhaitais apporter un éclairage sur la place des forestiers dans la préservation de la nature ou dans la conservation des forêts, ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'un point de vue sémantique. Et effectivement, on pourrait en discuter pendant longtemps. Alors, voilà le début du diaporama. Plusieurs parties. La première concerne la conservation des forêts, une longue histoire pour et par les forestiers. L'organisation des missions de l'administration forestière et les forestiers qui la composent, l'évolution de leurs connaissances, la gestion et la protection de la forêt de nos jours. Alors, bien évidemment, il est impossible en 15 minutes d'aborder l'ensemble des questions liées à la gestion de la forêt et à la conservation de la biodiversité. Mais d'ailleurs, il sera très difficile de parler de 700 ans d'histoire. Donc, je vous invite après à poser des questions pour qu'on développe. Et puis, finalement, la forêt, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas aussi, et peut-être d'abord, un écosystème, ce qui renvoie aux questions d'écologie, de nature, de naturalité, de spontanéité, tous ces thèmes qui ont déjà été évoqués, et puis quelques synthèses et perspectives pour la suite. Alors, depuis, si ce n'est la nuit des temps, depuis très longtemps, la forêt est source de gibier, avant tout nourricière du bétail. Elle est également productrice de bois, et l'histoire forestière est très longue. On remonte généralement à 1291, au début de l'administration forestière, l'histoire forestière étant elle-même bien plus longue. Et en fait, on voit au travers de différentes dates historiques pour l'administration forestière qu'il s'agit d'abord essentiellement de conservation au sens protection juridique des forêts pour les biens qu'elle offre à la société, soit à la société des propriétaires, des seigneurs, des rois, le droit notamment d'usage de la chasse, ou pour les sociétés humaines, les populations, sur par exemple le droit d'affouage ou le droit de package des animaux. Donc on est sur du droit et une jurisprudence bien avant une technicité et encore moins une technocraticité, enfin technique administrative qu'on peut connaître aujourd'hui. Voilà le droit des seigneurs à la chasse. Il faut attendre quand même quelques temps avant qu'on commence à parler un peu de technique d'exploitation forestière pour le bois. Mais on arrive finalement à la période de la Révolution française avec tous les troubles que ça a engendré, et notamment les impacts sur la conservation des forêts à cette époque, à la création au début du XIXe siècle d'une administration forestière qui elle-même va beaucoup évoluer jusqu'à aujourd'hui, mais qui commence à poser des bases de sylviculture. Alors on peut noter notamment en 1824 la création de l'école forestière de Nancy, qui existe encore aujourd'hui à travers l'AgroParisTech, et qui lançait véritablement un enseignement forestier en France. Cet enseignement forestier est illustré ici par des travaux des arpenteurs pour l'arpentage d'une coupe et la mesure de surface forestière. C'est plus facile à illustrer que la sylviculture à proprement parler, mais il y a aussi une phase de développement fort de la sylviculture. On peut noter aussi en 1827 la publication du Code forestier. On reste dans la logique des codes, de la réglementation. Par contre, l'usage et l'apprentissage de ces codes a laissé une part plus importante à la technique et à l'analyse, la connaissance des forêts, puisque à cette époque-là, les forestiers étaient amenés à diagnostiquer, si on veut, l'état des forêts pour savoir s'il était pertinent ou pas de les laisser sous le régime de l'administration, sous le régime forestier. Je crois que ça a bougé tout seul, mais c'est pas grave. Dans l'approche, il y a effectivement le côté très collectif de l'administration forestière à travers ses personnels. On peut citer quand même aussi quelques figures un peu emblématiques de l'histoire forestière, notamment Louis de Froidour,
qui, au XVIIe siècle, alors vous m'excuserez la petite faute sur sa date de décès, c'est pas 1985, il n'a pas vécu aussi longtemps. Par contre, il est intéressant de constater que certains de ses écrits sont d'une actualité déconcertante, notamment en matière de sylviculture, voire de préservation de certains attributs de la biodiversité forestière. Donc Louis de Froidour a notamment été grand maître des eaux et forêts à Toulouse, et il a eu plusieurs écrits qui font une part assez importante à la connaissance de la nature forestière, de la forêt, et aussi à des traitements. Donc on rentre vraiment là dans de la sylviculture. Par contre, ça reste l'œuvre d'un personnage dans une logique qui était beaucoup plus de contrôle de ce qui se passait en forêt. Un autre personnage qui a amené de la technicité, c'est Duhamel du Monceau, alors qui lui était plus généralement agronome, mais qui a notamment expliqué comment traiter les semis, les arbres, les arbustes, dans un cadre à la fois forestier, voire dans un cadre artificiel, anthropisé, des parcs et jardins par exemple, donc avec des... Ah, là, il y a eu un petit bug, puisque la photo a été réduite. Elle n'était pas comme ça, c'est pas grave. Donc, sur comment est-ce qu'on gère les forêts, on reste encore là sur la logique de marquer les coupes, donc surveiller ce qui s'y passe. On n'est pas dans la technicité sylvicole. Là, c'était l'autre élément pour finalement permettre la construction des navires, ce qui était une ressource, un débouché important pour le bois, les forêts. Finalement, hop, je reviens en arrière. Comment est-ce qu'il faut contraindre les arbres pour pouvoir exploiter les bonnes pièces de bois? Donc là, on est dans de l'interventionnisme, dans un objectif précis lié à une société à un moment donné. Maintenant, on ne recherche plus ce type de pièces. Pourtant, on a encore un héritage dans certaines forêts de cette culture pour la marine marchande et militaire. Et pendant ce temps, que font les gardes? Eh bien évidemment, ils gardent les forêts, puisque pendant très très longtemps, et même encore aujourd'hui, même si c'est un peu moins le cas, la mission première des gardes forestiers, c'était de garder les forêts et de les prévenir de tous les abus, et ils étaient nombreux, de la société, dans toutes ses composantes, contre leur dégradation. Donc on est bien finalement dans de la préservation des forêts, même si on peut discuter le rôle du forestier dans la conservation de la nature, puisque les usages étaient nombreux et visaient à aménager, à gérer les forêts, à les amener à répondre aux besoins des sociétés. Les sociétés ont été évolutives, les besoins ont été évolutifs, et ils évoluent toujours d'ailleurs, ce qui rend complexe la question de qu'est-ce que c'est que la conservation des forêts. Voilà une image pour illustrer ce que pouvait être finalement le contrôle d'une forêt. L'état de la forêt derrière pourrait être jugé aujourd'hui de dégradé. À l'époque, c'était les coupes de charbonnage qui laissaient a priori à l'époque suffisamment de bois, du moins par rapport aux besoins qu'ils avaient aussi d'exploitation du bois de chauffage. Voilà, finalement, quand on laisse pousser les arbres, on arrive à en faire de l'exploitation de la récolte, du martelage, donc une action importante des forestiers qui là relève d'une vraie technicité qui évolue encore aujourd'hui. Et puis la préservation des forêts contre la dent du bétail, la dent contre le pâturage, qui a été une action forte des forestiers. L'ennemi du forestier, c'était bien la bête à cornes et la bête à laine. Et d'ailleurs, ils avaient raison de s'inquiéter, puisque au XIXe siècle, l'état de dégradation de nombreuses forêts a amené l'État à définir une grande politique de restauration des terrains de montagne, la RTM, qui, par le biais de 3 lois, en 1860, 1864 et 1882, a inscrit dans les actions, dans l'interventionnisme, la reconquête, le reboisement de très grandes surfaces de forêt, avec les moyens du bois, avec les essences diversifiées, notamment l'introduction de nouvelles essences. Question de naturalité, question de biodiversité, il faut se replacer aux enjeux de l'époque pour ce que devaient faire les forestiers. Alors les résultats de la RTM en France, je passe les détails, il y a eu beaucoup de surfaces de reboiser. Il s'agissait surtout de stabiliser les versants, de dynamiser les milieux, et finalement, cette action a abouti à certains des milieux que nous connaissons aujourd'hui. Et je fais le lien avec justement la gestion forestière aujourd'hui, en prenant cet exemple. Nous sommes dans la vallée de la Sioule, dans le Puy-de-Dôme,
nous sommes dans une réserve biologique intégrale, donc le versant libre évolution maximale de cet aspect gestion de la nature, et il se trouve que c'est une forêt d'origine RTM, c'est-à-dire qu'elle est artificielle, elle a été reconquise par les forestiers, par des plantations et des semis d'espèces diverses et variées, notamment résineuses, et puis aujourd'hui on en a fait une réserve biologique intégrale avec des éléments de biodiversité importants, intéressants. Il est à noter également que l'action des forestiers a surtout permis l'expression de processus naturels qui ont amené aussi cette forêt à héberger une biodiversité intéressante. Donc il y a un partenariat, si je puis dire, inconscient et de fait, entre l'action des forestiers et la libre évolution des processus naturels. Voilà une image de cette forêt artificielle que certains, dans le méandre de Cueil, dans le Puy-de-Dôme, comparent à de la forêt équatoriale métropolitaine. Un autre exemple, c'est la turiféraie de Saint-Crépin, donc peuplement de genévriers turifères. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais ce serait passionnant à explorer. Un élément tout à fait remarquable du patrimoine forestier français, notamment par l'âge et la forme de ces genévriers turifères. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 1900, Ernest Guigné, qui était un forestier visionnaire, précurseur de beaucoup de notions en termes d'écologie forestière notamment, écrivait que nous possédons aussi dans nos Alpes un cèdre rouge, le turifère, et bien qu'il n'atteigne pas de dimension très considérable, au moins en hauteur, sa conservation et sa propagation serait du plus grand intérêt. Et il émet le souhait, le désir que l'État acquiert ce peuplement. Eh bien, il avait raison d'espérer et d'être visionnaire, puisque en 1924, Philibert Guigné, son propre fils, devenu directeur d'école forestière à Nancy, a permis l'acquisition par l'école forestière de cette turiféraie de Saint-Crépin, qui aujourd'hui héberge encore ces fameux genévriers turifères. Donc on a une continuité d'action à l'initiative de quelques personnes qui ont été là au bon moment, au bon endroit, et qui ont permis l'émergence de cette conservation. L'un des héritiers, c'est Jean-Claude Rameau, qui était notamment professeur à l'école Alain Greff, qui a été l'un de mes professeurs, et qui a aussi inspiré beaucoup de vocations forestières, et qui a beaucoup œuvré à la fois pour la prise en compte de l'écologie forestière dans la question forestière, dans la technicité, mais aussi quelque chose de vraiment fondamental en matière forestière, les dynamiques. Tout est dynamique spatio-temporelle, et il a vraiment porté cette thématique-là. Il reste encore à la porter parce qu'elle n'est pas toujours complètement intégrée. 3 minutes. Très bien, je vais faire avec. Un autre exemple d'une espèce remarquable et patrimoniale à préserver, la rosalie des Alpes, qui est une espèce de coléoptère sapoxylique qui, en montagne, vit aux dépens du bois mort. L'une des questions qu'on avait en forêt domaniale des Colettes, c'était le bois de hêtre, on le récupère pour l'exploitation, pour le bois de chauffage. Comment est-ce qu'on fait pour préserver la rosalie, qui fait ses petites affaires dans les grumes qui vont être exportées, donc impact sur la reproduction. Et bien finalement, on a défini des mesures pour préserver l'existant, permettre la présence spatiale des dendromicrohabitats, c'est-à-dire les grumes de bois qu'utilise la rosalie, et permettre le renouvellement dans le temps, parce qu'évidemment, rien n'est statique dans toutes ces questions-là. Et notamment, maintien de la hêtraie, c'est un préalable, une prescription pour obliger les exploitants à enlever le bois de hêtre avant le 15 juin, ce qui fait que quand la rosalie sort, au mois de juillet, elle a moins de bois, mais au moins le bois qu'elle a reste en priori en forêt. Et puis, l'idée, c'était de réfléchir à l'échelle d'une forêt sur une trame de vieux bois qui regroupe à la fois des îlots de sénescence qu'on laisse en libre évolution sur quelques hectares et qui associe aussi des arbres habitats, des arbres isolés, cette démarche est maintenant intégrée dans le corpus, on va dire, réglementaire à l'Office national des forêts pour les forêts publiques. Donc on est passé dans la gestion courante. C'est-à-dire qu'à partir des réserves intégrales, les espèces remarquables, on intègre dans la gestion courante des attributs de cette biodiversité, en ne sachant pas si les espèces sont là, mais au moins on leur laisse la possibilité de s'exprimer. Et puis, c'est vrai que nous, forestiers, on parle beaucoup de cycles sylvicoles, on parle et on doit parler de plus en plus des cycles sylvogénétiques qui ne sont pas les mêmes, et puis la notion d'écosystème forestier, tous ceux qui l'ont associé, puisqu'un arbre compose une forêt compose un paysage, et le paysage interfère évidemment avec tous les arbres qui composent tout ça. Et finalement, tout est en interaction, en équilibre, ou plutôt, je dirais, en déséquilibre permanent, avec des phénomènes de régulation et des dynamiques spatio-temporelles qu'il est important de prendre en compte pour la gestion de ces écosystèmes forestiers. Et donc, au final, en termes de synthèse, c'est forcément très rapide et très réducteur, je m'en excuse.
Cette forêt, si on enlève le petit placard, parce que là normalement il ne devrait pas apparaître, mais c'est pas grave, on se dit, oh, c'est une sapinière étrée, ça a l'air assez naturel, il y a de la végétation au sol, c'est un peu touffu. Finalement, c'est une question de regard porté sur cet espace-là. On se dit, bah oui, ça a l'air écologiquement intéressant. Si on change juste le regard, c'est-à-dire que si on tourne la photo, en fait, on est dans une parcelle qui est en exploitation forestière, dans une forêt publique. Donc, ça montre, à mon sens, qu'on peut gérer conjointement à la fois l'enjeu de production, qui est un des enjeux sociétaux parmi d'autres, l'accueil du public, la protection des risques, et gérer aussi l'enjeu de préservation de la biodiversité. Après, ce n'est pas parce que j'ai dit ça que tout est réglé, tout est dans l'art et la manière de mettre en œuvre cette idée que c'est conciliable. Et puis, dans certains cas, la conciliation est plus ou moins difficile. On retrouve aussi ce qui a été évoqué sur l'aspect relationnel, ce que j'appelle la diplomatie relationnelle, que les forestiers, comme leurs interlocuteurs, les autres acteurs de la protection de l'environnement, doivent avoir pour essayer de se comprendre. Et là, il y a tout un champ d'investigation pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. On retrouve l'aspect sémantique, notamment sur les questions en matière forestière d'ancienneté, de maturité, de naturalité, et j'ajouterais un petit mot sur la spontanéité, qui me paraît être un élément important, parce que finalement la naturalité renvoie à la question de la place de l'homme, la spontanéité, c'est vraiment l'expression actuelle et future des processus de la nature en matière forestière comme dans d'autres. Voilà. Et donc, au nom de tous les forestiers et forestières des temps passés et présents, ayant œuvré et continuant d'œuvrer pour la préservation des forêts, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laurent Latuilière. Vous pouvez me rejoindre ici. Alors, Rémi, vous l'avez dit, l'intervention suivante, elle est disponible en ligne. Je ne sais pas si on a le lien qui s'affiche quelque part. Non, mais il s'affichera après. Oui, le lien, on le mettra sur le site notamment de l'APNE. Il sera envoyé également par mail, je pense, à tous les participants à l'issue du colloque. Ça me permet d'ailleurs d'indiquer en matière de publication, donc nous allons soumettre les actes aux presses universitaires de Rennes. Il y aura sans doute d'autres publications, on va dire, moins universitaires, plus vulgarisées, qui vont pouvoir se faire sur les différentes communications. Et puis, comme on a un captage vidéo, par force, on va l'utiliser en le séquençant et ça sera publié par les différents partenaires et notamment par l'APNE, évidemment, sur son site ou sa chaîne YouTube, également réparti sur les différents partenaires. Donc, vous pourrez assister à tout ce qui a été capté et aux vidéos qui n'ont pas pu être diffusées ultérieurement. Voilà. Alors, donc, on passe à l'intervention de Pierre Chassé. Oui, Pierre, il est c'est un chercheur qui est, j'allais dire, polysémique, à la fois écologue et politologue. Donc, je trouve que c'est un profil qui est très, très intéressant. Doctorant à AgroParisTech, qui se spécialise sur l'analyse des sciences de la conservation et va essayer de les mettre en lien avec les politiques publiques, voir comment les deux évoluent ensemble et comment elles s'interfécondent. Voilà. Et donc aujourd'hui, il va nous parler du Conseil national de protection de la nature. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette présentation et merci aux organisateurs de cette journée à laquelle je suis ravi de participer. Donc je m'appelle Pierre Chassé, je suis doctorant au laboratoire écologie systématique évolution de l'université Paris-Saclay et mes recherches donc portent sur l'analyse des liens qui existent entre expertise scientifique et conduite de l'action publique en matière de protection de la nature. Aujourd'hui, je souhaitais vous présenter donc une partie de mes résultats de recherche sur le Conseil national de la protection de la nature, dont l'activité passée éclaire finalement certaines des évolutions qui ont déjà pu être identifiées par certains auteurs, certains chercheurs sur les politiques de protection de la nature. Parmi ces évolutions, je prends ici 3 exemples. La première, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, le fait que la protection aurait cédé le pas à la gestion, et donc qui suggère une certaine forme de technicisation de la problématique associée à la biodiversité par rapport à celle de la nature. La seconde, qui indique que la mise en œuvre des politiques de conservation de la biodiversité prend acte du lien entre biodiversité et action de l'homme, donc qui suggère qu'on serait passé d'une protection qui exclut l'homme des milieux naturels à une protection plus intégrée, plus intégratrice des activités humaines. Et enfin, une troisième évolution sur laquelle je vais insister aujourd'hui dans cette présentation, c'est le fait que la notion de biodiversité, l'apparition de cette notion aurait constitué un changement de paradigme scientifique. Et donc sans nécessairement contester
une telle évolution, l'idée d'aujourd'hui, c'était un peu de l'interroger, de la remettre en perspective avec une meilleure connaissance de l'activité experte des membres du CNPN à partir des années 1960. Donc le Conseil national de la protection de la nature, c'est une instance d'experts scientifiques, mais pas que. Il a été créé en 1946 pour donner son avis sur les mesures propres à assurer la protection et l'aménagement en parcs nationaux et en réserve des parties du territoire et d'étudier et de proposer les mesures législatives et réglementaires afférentes à ces objets. Donc pour cela, dès 1946, c'est une composition plurielle. Il est composé principalement de représentants de l'État, mais aussi donc, de scientifiques et de quelques représentants d'usagers de la nature, comme représentants du monde de la chasse ou de la pêche. Il est réformé une première fois en 1976 par la loi relative à la protection de la nature dont on a déjà parlé, qui officialise ses missions en matière de réserve naturelle notamment, qui lui en crée d'autres en matière d'espèces protégées, et qui modifie quelque peu sa composition en y ajoutant les associations de protection de la nature, à l'échelle nationale comme la FFSPN ou la LPO par exemple, et à l'échelle plus locale comme la CEPANSO ou la SEPNB, et qui affirme le rôle de certains représentants d'intérêts socio-économiques, comme les représentants du monde agricole, de la chasse ou de la pêche. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans l'activité de ce conseil, je souhaitais un peu vous présenter le matériel sur lequel j'ai basé mes analyses. Donc, ce sont les archives des réunions de ce Conseil national de la protection de la nature, qui sont présentes donc ici, aux archives de Pierrefitte-sur-Seine, qui sont disponibles, qui couvrent une période temporelle de 1947 à 2004, et qui consiste en des procès-verbaux de chacune des réunions qui se sont déroulées du Conseil national de la protection de la nature ou de son comité permanent qui est composé donc d'une dizaine de membres de ce Conseil national de la protection de la nature, principalement des scientifiques assistés par des représentants de l'État, et qui va finalement réaliser un peu l'essentiel, le gros du travail de ce Conseil national de la protection de la nature. Pour ma part, j'ai analysé les archives de 1947 à 1995 en me focalisant principalement sur la création des réserves naturelles et sur l'élaboration des listes d'espèces protégées. Mais donc aujourd'hui, pour essayer d'interroger ce changement de paradigme scientifique qui apparaît avec l'émergence du concept de biodiversité, je souhaitais me focaliser sur deux périodes plus spécifiques pour interroger deux dimensions possibles de ce changement de paradigme. D'une part, interroger finalement est-ce qu'il y a un changement dans la stratégie d'action adoptée par les experts en ce qui concerne la protection de la nature, et dans un deuxième temps, pour la période 1970-1985, essayer d'interroger un peu les éléments de nature qui attirent l'attention des experts du Conseil national de la protection de la nature dans le cadre de la création des premières réserves naturelles. Donc dans un premier temps, il s'avère qu'en réalité, dès 1960, le Conseil national de la protection de la nature souhaite rationaliser l'action en matière de protection de la nature, à travers, donc, rationaliser l'action dans le sens de baser sur des connaissances scientifiques l'action publique, les outils réglementaires qui vont être à sa disposition pour protéger la nature. Donc pour ce faire, dès 1962, il est en charge d'élaborer une liste de correspondants régionaux du CNPN pour organiser justement cette collecte d'informations. Ces correspondants régionaux sont principalement des universitaires, donc qui vont être chargés d'éclairer, par leur connaissance experte au niveau local, d'éclairer les décisions et les conseils que peut donner justement le CNPN. Mais ce n'est pas tout, il est aussi à l'origine d'un des premiers inventaires en France qui est réalisé, le pré-inventaire des richesses naturelles, et il fait le vœu dès 1962 que l'administration soit dotée des moyens pratiques de nature à permettre la réalisation d'un inventaire et l'élaboration d'une doctrine. Finalement, ce pré-inventaire débute en 1967, donc 5 ans plus tard, et aboutit au début des années 1970 à l'identification de plus de 10 000 sites d'intérêt biologique qu'il s'agirait de protéger pour justement protéger la nature. Donc c'était bien le but de ce pré-inventaire des richesses naturelles, de collecter des données pour prioriser, hiérarchiser, avoir une action organisée sur la nature et sur la protection de la nature. Autre exemple de ce mouvement, donc de cette volonté de rationaliser l'action en matière de protection de la nature, c'est des expérimentations plus locales, comme ici l'expérimentation d'une stratégie de protection en Languedoc-Roussillon, qui est menée par un des membres justement du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature, et qui aboutit à l'élaboration d'un programme de création de 12 réserves naturelles, dont seulement 2 aboutiront, la réserve naturelle de Roque-Haute et la réserve naturelle de l'étang de l'Estagnol. Et donc ce dernier exemple montre que finalement, si les experts du CNPN souhaitent adopter une gestion rationnelle de la nature dès le début, et ce dès finalement le début des années 1960, ils vont en fait se heurter
à un manque de moyens humains, financiers, mais aussi d'instruments d'action publique pour justement adopter cette protection qu'ils souhaitaient rationnelle, et cela va aboutir à une gestion que l'on peut entendre comme qualifiée souvent de coup par coup ou de gestion des opportunités. Donc si changement de paradigme il y a à partir de l'émergence du concept de biodiversité, c'est finalement assez peu en matière de stratégie d'action. Et donc ça peut être, au contraire, un changement des éléments de nature que les scientifiques souhaitent protéger à partir de l'émergence de la biodiversité. Donc pour essayer d'interroger cette seconde possibilité, j'ai souhaité m'intéresser au concept d'intérêt scientifique qui est à la base de la création du réseau de réserves naturelles et essayer de déconstruire un peu cette notion, ce concept d'intérêt scientifique. Donc les réserves naturelles, en tant qu'instrument d'action publique, ils sont créés par la loi de 1957, puis réformés par la loi de 1976. Et cette dernière loi, indique que des parties du territoire d'une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune et de la flore, et en général du milieu naturel, présente une importance particulière. Donc là, finalement, la loi de 1976 reste assez floue sur ce qui peut être protégé et ce qui doit être protégé par les réserves naturelles. Et donc c'est le comité permanent du Conseil national de la protection de la nature qui va être chargé de déterminer ce que représente justement cette importance particulière, qui va s'incarner à travers le concept d'intérêt scientifique. Et donc c'est grâce au compte-rendu de réunion que l'idée était de déconstruire justement les justifications apportées par ces experts du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature pour justifier de l'intérêt scientifique d'un projet de réserve naturelle. Donc je vais vous présenter, sans véritablement rentrer dans les détails, parce que ça serait un peu trop long, l'ensemble des catégories un peu qui attiraient l'attention des experts, pour essayer justement de les comparer avec des catégories qui attirent notre attention aujourd'hui avec la conservation de la biodiversité. Donc l'intérêt scientifique à l'époque, c'est d'abord des espèces remarquables, on en a déjà parlé tout à l'heure, remarquables par leur rareté, remarquables par leur endémisme ou remarquables encore par le fait qu'elles sont menacées d'extinction peut-être. Mais ce ne sont pas uniquement des espèces remarquables et les experts, dès les années 70, considèrent que certaines espèces méritent aussi d'être protégées, y compris si elles ne sont pas extraordinaires, comme par exemple dans ce cadre du projet de réserve naturelle de l'étang de la Mazière en 1984, Monsieur Lecomte, qui est président à l'époque du comité permanent, indique que sans être extraordinaire, la faune et la flore demandent à être protégées comme un des derniers vestiges de zones humides encerclées. Ce sont des espèces qui ne sont pas nécessairement remarquables, mais qui sont typiques, représentatives, comme ici, deux réserves naturelles, la vallée de Chaudefour et de Fontaine-Salée, qui seront créées bien plus tard, mais qui obtiennent un avis positif des scientifiques du comité permanent dès 1980. Enfin, ce sont aussi des espèces, et ça c'est peut-être plus étonnant, mais qui n'ont pas nécessairement un intérêt purement biologique, mais par exemple dans le dossier de création de la réserve naturelle de la Frayère d'Alloz, la disparition de la Grande Alloz représentait un risque économique pour 300 familles de pêcheurs, ce qui a pesé dans la décision de création de cette réserve. Mais dès les années 70, le but des réserves naturelles n'est pas de protéger uniquement des espèces, c'est aussi de protéger des milieux naturels, on en a parlé, comme par exemple l'île de la Platière, seul milieu qui reste à l'état naturel dans ce secteur, mais ce ne sont pas uniquement non plus des milieux naturels. On peut parler par exemple de l'île du Girard, qui est née de travaux de rectification du cours du Doubs, de l'étang de Saint-Quentin en Yvelines, qui est un étang artificiel, ou encore de la réserve naturelle du Pinail, qui sont tous des écosystèmes donc créés par l'humain. On n'a donc pas des scientifiques qui priorisent uniquement une nature, je dirais, naturelle, entre guillemets. Ce sont évidemment des milieux remarquables par leur rareté ou encore par la diversité des milieux qu'ils abritent, diversité des espèces qu'ils abritent. Mais ce sont aussi des milieux plus communs, comme par exemple la réserve naturelle de la Tourbière du Pinet, qui, si elle n'est pas créée, obtient un avis favorable du comité permanent en 1974, avec ici Henri Gossin, un membre du comité permanent, scientifique et naturaliste, qui indique que l'idée ne lui serait pas venue de demander la protection de la Tourbière de Pinet si des menaces très précises d'exploitation ne s'étaient pas récemment fait jour. C'est aussi des milieux plus ordinaires, puisque représentatifs, typiques. Ici, le projet de l'étang de Coussot, par exemple, M. Portier, le rapporteur du projet, en l'occurrence pour cette réserve naturelle, souligne que l'étang de Coussot n'est remarquable ni par les plantes ni par les animaux qu'on y rencontre, mais surtout parce qu'il constitue un échantillon typique du milieu littoral landais. Enfin, certains projets de réserve naturelle attirent aussi l'attention du fait de l'importance de leur paysage. Ici, donc, par exemple, je reprends l'exemple de l'étang du Coussot, la valeur dépasse l'écologie, elle est culturelle, et ce qui montre que finalement les scientifiques aussi à l'époque s'intéressaient
à la protection de certaines relations entre l'humain et la nature et ne faisait pas nécessairement cette dichotomie entre nature justement et culture. Et donc on voit que finalement, devant la variété des significations possibles de ce qu'est l'intérêt scientifique, on retrouve des éléments qui aujourd'hui sont considérés comme importants pour la conservation de la biodiversité. Et d'ailleurs, devant cette diversité des éléments possibles, les experts du comité permanent semblent un petit peu démunis à véritablement adopter une stratégie cohérente en matière de création de réserves naturelles, avec, comme l'illustrent ces propos de différents membres des comités permanents à différentes époques. En 1967, en 1980 ou en 1992, on s'interroge encore sur finalement la notion de qu'est-ce que c'est une réserve naturelle et de quelle politique doit-on mener en la matière. Et donc, ça illustre finalement le fait que la nature ne se prête pas facilement à, disons, une activité de protection de la nature bien rationnelle, et qu'il s'agit aussi d'adapter des stratégies que l'on voudrait objectives à des cas par cas, à avoir donc finalement une touche de pragmatisme dans l'adoption de certaines mesures de protection de la nature. Donc que tirer de l'ensemble de ces observations ? Bien, d'une part, c'est qu'il y a une rationalisation très précoce de l'action publique en matière de protection de la nature qui va finalement se heurter plus à un manque de moyens qu'à un changement dans la vision de faire à partir de l'émergence de la biodiversité. On remarque aussi un intérêt très précoce pour certains éléments de nature que l'on considère aujourd'hui importants à protéger, comme la diversité par exemple, comme finalement la nature ordinaire, comme on a pu le voir, ou encore comme certaines relations avec les humains. Donc finalement, plutôt que de rupture, on pourrait peut-être plutôt parler de continuité, puisqu'en fait, l'émergence du concept de biodiversité ne fait finalement qu'accélérer certaines dynamiques qui étaient déjà en cours à partir des années 1960, et de baser notre action sur la rationalité, sur des connaissances scientifiques. Et devant les échecs aujourd'hui, dont on a un peu parlé en introduction ce matin, on peut se demander et essayer de prendre du recul sur le rôle des connaissances scientifiques aujourd'hui dans l'action publique et sur la manière dont on pourrait justement questionner les réformes en cours et les récentes réformes qui ont eu lieu en la matière. Je parle par exemple de la récente réforme du Conseil national de la protection de 2016, du Conseil national de la protection de la nature de 2016, dont l'exposé des motifs de la loi pour la reconquête de la biodiversité indique qu'il s'agissait d'en faire une véritable instance d'expertise scientifique, qui laisse donc à penser qu'il y avait un manque de rationalité, un manque d'objectivité de la part des experts, mais que maintenant, avec cette réforme, on va pouvoir avoir véritablement des décisions objectives qui vont permettre de conserver la biodiversité. Or, il est sans doute très probable que le problème de l'objectivité ou de la rationalité se soit finalement plutôt heurté à un manque de moyens qu'à un manque de volonté de rationaliser l'action en la matière, manque de moyens que la loi pour la reconquête de la biodiversité ne semble pas, problème à laquelle la loi de reconquête de la biodiversité ne semble pas répondre. De la même manière, le bilan décevant de la stratégie de création des aires protégées illustre une nouvelle fois la difficulté que l'on a à transposer connaissances scientifiques dans l'action publique en matière de protection de la nature. Et donc finalement, on peut se demander si cette quête de rationalité, cette quête d'objectivité n'est pas vaine, et pire, si elle ne permet pas de camoufler certaines questions que l'on devrait se poser et qui sont à l'origine finalement du problème de la conservation de la biodiversité, et en cadrant le fait que le problème de la protection de la nature ou de la conservation de la biodiversité est un problème scientifique et technique, on ne camoufle pas certaines questions d'ordre plus systémique, comme nos modes de vie ou comme les relations humain-nature qu'il s'agirait de se poser en priorité. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre Chassé. 15 minutes et 2 secondes. C'est quand même assez remarquable. Alors, un temps d'échange. Donc, je redis à celles et ceux qui sont avec nous dans les internets qu'avec l'outil de clavardage, ils peuvent intervenir et poser leurs questions ou faire part de leurs remarques à tous les intervenants de cette session, voire à ceux des sessions précédentes. Peut-être, Rémi, une première réaction, peut-être une première intervention suite à tout ce qu'on vient d'entendre. Oui, une réaction. Moi, ce qui m'a frappé, sans m'étonner pour autant, c'est de voir sur ces trois sujets-là et aussi ceux de tout à l'heure, c'est qu'on a indéniablement une variation, je dirais, dans le temps,
des représentations, y compris parmi, et surtout d'ailleurs, parmi les scientifiques, qui portent sur la nature, on va dire, voilà, sur ce qu'on appelle les espèces, les milieux, les écosystèmes selon les époques, mais qui portent un regard qui est bien celui de leur temps, qui est celui de leur science et de leur connaissance. Et du coup, ça induit une variabilité très importante. Et en fait, ça interroge, pour faire le lien avec ce que vient de nous dire Pierre, ça interroge pour moi la figure de l'expert, qui est expert d'une science qu'il est censé maîtriser, la science de son temps, mais qui n'est que la science de son temps. Et il porte sur cette science-là un regard qui est celui de ce que Bertrand a appelé le phénomène de mode. Il porte le regard aussi de son temps. Ses préoccupations, sa vision des milieux, des zones humides qui étaient identifiées comme étant un lieu avec de très nombreuses espèces, Bertrand nous l'a dit, mais qui en même temps n'étaient pas censées être protégées parce que finalement étaient à rebours de ce qu'on imaginait être le progrès humain au cœur du XIXe siècle. Est-ce que ce constat est propre au domaine de la protection de la nature? Il peut être beaucoup plus largement étendu. Enfin, mais je pense que les protecteurs de la nature, comme les scientifiques, sont finalement des êtres humains. C'est un ça, grand apport, bon, vous avez vu ? Eh bien, écoutez, c'est vraiment l'apport théorique majeur de ce colloque. Je pense qu'on peut arrêter là, parce que là, maintenant, tout est dit. Tout est dit. Non, ceci pour dire que ça invite à beaucoup d'humilité dans la façon dont on envisage des politiques de protection ou des actions, parce que ce qui peut nous sembler pertinent à un moment précis, on va s'apercevoir 30 ou 40 ans ou 50 ans plus tard que c'était peut-être pas si pertinent que cela. En tout cas, les choses ont évolué. Moi, ce qui m'a frappé dans l'intervention de Laurent sur les forêts, c'est comment on fait, sur l'exemple de la forêt, des méandres de la Sioule. Typiquement, on a un espace reconstruit par l'homme, puisqu'on a planté. Il a planté au XIXe siècle, voilà. Donc peut-être pas avec les mêmes visions de diversité en termes d'essence, etc., que celles que l'on peut porter de nos jours, et qui va ensuite être classé au titre d'une RBI, c'est-à-dire un niveau de protection qui est parmi les plus élevés. Bon, ça étonne. On pourrait imaginer ce classement RBI pour des forêts dites primaires, par exemple, qui sont là depuis de façon intemporelle, on va dire, mais une forêt qu'on vient de planter il y a 150 ans, pour les arbres, c'est extrêmement jeune, extrêmement récent, et on le classe quand même comme étant avec un niveau de protection intégral. Voilà, donc moi, c'est des choses qui m'interrogent, et encore une fois, qui me semblent inviter à l'humilité. L'humilité ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, bien au contraire. Voilà, donc ce n'est pas vraiment une question, mais en tout cas, voilà, c'est une réflexion que m'a inspiré ces trois interventions. Alors, des questions en Anna. La première s'adresse à Laurent Letulière. Vous parlez des espaces forestiers protégés en libre évolution. Il me semble qu'ils ne représentent que moins de 2% de la surface forestière. Quid des forêts de production et comment voyez-vous la prise en compte de la biodiversité dans ce type de forêt? Voilà, qui va questionner la politique de l'ONF, etc. etc. Vaste sujet, il sera difficile de tout aborder en un temps limité. Il est exact alors, histoire de ne pas vous mettre à l'aise, on a un peu de temps, vous pouvez y aller. D'accord, bon, il ne fallait pas me le dire. Mais effectivement, les surfaces strictement en libre évolution par mesure réglementaire, type les réserves biologiques intégrales, représentent peu des forêts métropolitaines, on va dire. En fait, la totalité de nos forêts ont été travaillées par l'homme depuis très longtemps. Et quand je dis par l'homme, c'est par les sylviculteurs, bien sûr, mais pas que, par les sociétés humaines, les sociétés même agro-pastorales, puisqu'elles ont œuvré aussi pour en façonner les forêts à leurs besoins. Et de fait, il y a quelques surfaces qui sont en libre évolution sans intervention de l'homme. C'est la différence entre la libre évolution choisie et la libre évolution, finalement, parce qu'on ne s'intéresse pas à un espace forestier. Donc il y a un mouvement pour accroître les surfaces de forêts en libre évolution au sein des forêts publiques, gérées par l'Office national des forêts, mais également au sein de forêts privées, voire d'espaces acquis par des associations, notamment qui vont dans ce sens de libre évolution. Libre évolution qui est importante à la fois d'un point de vue fonctionnelle par rapport aux espaces, aux espèces qu'elle peut accueillir, d'un point de vue technique scientifique sur la compréhension des mécanismes, c'est l'objet principal des réserves biologiques intégrales. Alors je fais une petite remarque, c'est que assez régulièrement dans la politique de protection de la nature, on parle des réserves naturelles nationales et régionales. On oublie assez fréquemment, notamment dans une carte qu'on a vue dans une présentation, que les réserves biologiques sont un statut de protection fort, et notamment les réserves biologiques intégrales, dans lesquelles il n'est plus rien fait.
Et donc, ce serait intéressant de remettre aussi l'action des forestiers dans ces réserves dans la protection globale de la nature, notamment sur l'aspect zone humide. Une partie des zones humides sont préservées au sein de réserves biologiques dirigées, où là, il y a une action qui peut être décidée pour la préservation des espaces et des espèces qui sont associées. Donc, il y a une volonté d'accroître les surfaces en libre évolution. En même temps, la société a ses attentes, pour ne pas dire dans certains cas ses exigences, sur l'usage de la forêt pour la production de bois, pour des services écosystémiques, pour l'accueil du public, par exemple. La question des réserves intégrales se heurte parfois intellectuellement et juridiquement à la question de l'accueil du public. Dans une réserve intégrale, on évite d'amener le public, parce que l'idée, c'est que les écosystèmes se développent librement, qu'on ait de plus en plus de bois mort. Le bois mort, dans les houppiers, quand il tombe par terre, ça va. Quand il tombe sur quelqu'un, c'est un peu plus embêtant. Donc, il y a aussi une forme d'incompatibilité entre des attentes sociétales, à proprement parler, je ne parle pas que de la production de bois, et la mise en libre évolution. Et puis, il y a une question beaucoup plus large sur l'interventionnisme, enfin la libre évolution versus l'interventionnisme en matière forestière, et quelque chose qui, à mon avis, monte en puissance dans le phénomène dynamique, spatial et temporel, c'est la question des interfaces entre les milieux ouverts et les milieux fermés, puisqu'on assiste à une tendance globale à la colonisation de la forêt sur des milieux ouverts. C'est une vraie question de gestion pour les gestionnaires d'espaces naturels. Et dans le même temps, il y a des interventions sur les milieux forestiers qui, dans certains cas, bloquent l'évolution vers des stades matures. Donc on a un phénomène un peu antagoniste dans lequel s'inscrit la politique de conservation à l'Office national des forêts pour les forêts publiques, de pouvoir gérer finalement l'ensemble des attentes sociétales sur des espaces. Donc oui, il y en a peu, il y en a de plus en plus, et je pense que c'est quelque chose qui a vocation à se poursuivre. Alors redisons-le, les forêts publiques, c'est 30% de la surface forestière en France. Alors en fait, les forêts occupent à peu près 30% du territoire métropolitain, et les forêts publiques, un quart de cette surface-là. 25%. Le reste, c'est de la forêt privée. Le reste, c'est de la forêt privée. Et donc, et là, dans la forêt privée, on sait mesurer quelles sont les parts de forêts en libre évolution, de forêts de production, etc. Alors en fait, dans les forêts privées, on va retrouver de la libre évolution essentiellement au sein des réserves naturelles, nationales et régionales, parce que là, c'est un autre outil réglementaire qui est mis en œuvre. Mais alors, il existe notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes une politique qui s'appelle le réseau FREN, forêt en libre évolution, où des propriétaires privés peuvent spontanément s'intégrer au réseau en disant « moi, une partie de ma forêt, je l'inscris dans le réseau FREN, je la laisse en libre évolution, je choisis cette action-là ». Donc là, on a quelque chose qui n'est pas réglementaire, qui est volontaire. Donc ça, c'est une démarche qui est intéressante et qui est étudiée d'ailleurs, notamment par France Nature Environnement, pour être démultipliée dans d'autres régions. Alors je voudrais quand même revenir à la question originelle qui avait un aspect très, très, très précis. Quid des forêts de production et comment voyez-vous la prise en compte de la biodiversité dans ce type de forêt? Donc vous me dites, il y a les réserves, tous les autres statuts forestiers, mais dans les forêts de production, dans une forêt qui ne fait pas l'objet d'un statut particulier, etc., comment est-ce qu'on prend en compte la biodiversité? Ça va être compliqué de répondre en peu de temps. On la prend en compte. Alors, à l'ONF, il y a une instruction sur la conservation de la biodiversité. Et notamment, ce que j'évoquais rapidement dans le diaporama, dans l'intervention, c'était la question des arbres habitats, qui sont des arbres conservés pour leur intérêt écologique, qu'ils soient avérés, présence par exemple d'une colonie de chauves-souris dans un arbre, d'une aire de nidification d'un rapace. Donc là, on a un élément de biodiversité, généralement remarquable, qui fait qu'on va conserver l'arbre pour la biodiversité, on va l'extraire de l'exploitation. Et puis dans certains cas, on utilise la physionomie des arbres pour se dire, bah, tiens, là, ça pourrait être intéressant pour certains cortèges. On ne sait pas si les espèces ont colonisé cet arbre, mais on va laisser pour la nature. Et moi, j'ai envie de dire, finalement, l'enjeu, c'est est-ce que c'est bien pour la nature? Parce que la nature, elle se débrouillera plus ou moins. Par contre, il y a un vrai enjeu, en termes d'écologie forestière, sur la fonctionnalité des écosystèmes. Et cette fonctionnalité, d'ailleurs, je regrette souvent qu'on ne parle pas plus de fonctionnalité. Alors, on a parlé fonctionnalité des processus, il y a la fonctionnalité des écosystèmes, c'est un peu vrai. Et finalement, plutôt que biodiversité,
la question de la fonctionnalité qui est vraiment importante. Et cette fonctionnalité, elle permet quoi? Elle permet la productivité des écosystèmes forestiers. Quand je dis productivité, ce n'est pas production de bois, c'est productivité biologique, les processus qui s'expriment, mais cette productivité permet aussi la production de bois. Elle permet aussi la résistance des écosystèmes, leur résilience. Et finalement, je suis convaincu que l'écologie est au service de la production et qu'on a tout intérêt à intégrer les éléments de l'écologie dans la gestion forestière. Ceci étant, ce n'est pas parce que je l'ai dit que ça paraît évident, et il faut aussi le mettre en regard d'autres orientations et d'autres besoins de la société. Je reviens à cette question-là, de la production ou du renouvellement pour le bois énergie, par exemple. Alors, il y a encore une question qui vous concerne. Quel lien entre la forêt et la santé humaine? Quid de Georges Plaisance, la forêt et la santé humaine? C'est assez difficile de répondre parce que la forêt amène des éléments de bien-être, alors à la fois globaux. La forêt assainit l'atmosphère, la forêt amène une températion des éléments climatiques, notamment de la chaleur, de la sécheresse, donc on a un bien-être en forêt. La forêt apporte aussi un bien-être intellectuel qui lui-même peut être en lien avec la santé. Après, c'est une approche qui est beaucoup plus subjective, voire personnelle. Donc oui, l'intérêt de la forêt, enfin, quand je fais une conférence, c'est vrai que je me dis, c'est super parce que la forêt, tout le monde aime la forêt. Là où ça se complique un peu, c'est que tout le monde n'aime pas la même forêt et de la même manière, et pour les mêmes usages. Et là, finalement, on trouve toujours des avantages pour la santé, pour plein d'autres choses. Et puis en même temps, il y a souvent aussi des inconvénients. Donc c'est là ce qui est intéressant dans les échanges. Merci. Alors une question qui s'adresse, je pense, à vous trois. Entre protection des espaces et nature ordinaire, comment se positionne le mouvement de réensauvagement? Il existe aujourd'hui des expériences aux résultats spectaculaires, y compris à proximité immédiate de milieux très anthropisés, comme en Angleterre ou aux Pays-Bas, notamment l'initiative Rewilding Europe. J'avoue que je ne suis pas trop au courant, moi, pour ma part. Les mouvements de l'initiative Rewilding, enfin les mouvements le plus largement de rewilding, de réensauvagement, et je ne parle pas le langage de M. Darmanin, je parle bien de réensauvagement au sens écologique du terme. Je vais un peu botter en touche, mais il me semble que ça fait l'objet d'une communication que nous aurons demain par un des spécialistes du sujet, donc j'invite notre auditeur à bien être présent demain lors de cette communication. Parfait. Alors, est-ce que la nature dite ordinaire est suffisamment prise en compte dans les plans d'aménagement au-delà des seules réglementations propres aux espèces et aux habitats sensibles? Est-ce qu'on prend... Oui. Il faut éteindre. Voilà. Oui, ça me semble une question effectivement que l'on a évoquée tout à l'heure, mais qui traverse un peu toute la réflexion. Hein, c'est de savoir quels outils pour prendre en compte cette nature ordinaire. Bon, selon les milieux, les choses peuvent être variables, évidemment, mais je crois qu'on aura encore l'occasion, demain notamment, de traiter, je pense, à la thématique sur les figures urbaines, la façon dont cette nature-là, si particulière, peut être traitée sur des lieux qui ne disposent pas forcément de niveau de protection, parce qu'on estime justement qu'il ne s'agit pas d'une nature, j'allais dire, remarquable. D'autres questions, je n'en vois pas apparaître. Peut-être un mot, Rémi, pas de conclusion, mais de point d'étape à ce stade de notre colloque. Oui, d'abord peut-être une réflexion pour rebondir sur un certain nombre de questions. Concernant les forêts, j'ai entendu moi récemment, je crois que c'était la semaine dernière, une communication institutionnelle en l'occurrence de l'ONF qui réagissait à la sécheresse que connaissent les forêts françaises et aux dégâts que cela provoque dans les peuplements forestiers, en disant qu'il allait être mené une politique d'adaptation de la forêt française, d'aide à l'adaptation de la forêt française, et que cette politique allait être menée de la façon suivante. On allait abattre 10 000 hectares de forêt et on allait la replanter avec des espèces qui allaient mieux s'adapter, nous dit-on,
à au réchauffement climatique, aux épisodes de sécheresse qu'on prévoyait, etc. Donc là, ça me permet d'interroger justement cette posture d'expert sur ces questions-là et cette logique-là. Pour moi, c'est une pièce du débat qu'on aura demain sur la question du pilotage de la biodiversité. Est-ce que, sincèrement, cette façon de procéder est une façon que l'on peut penser consciemment efficace, ou est-ce qu'on n'est pas dans une fuite en avant interventionniste en se disant que finalement c'est l'homme qui sait comment on va pouvoir aménager les milieux mieux que les espèces elles-mêmes, mieux que les milieux eux-mêmes, voilà, qu'on pourrait laisser évoluer et voir comment ceux-là vont réagir et vont trouver un niveau d'adaptation. Donc ça, c'était une petite réflexion, c'était pas une question du tout pour Laurent, parce que à mon avis, ça dépasse sa représentation d'aujourd'hui. Mais pour moi, ça ouvre à cette question clairement de la question, est-ce qu'on peut piloter, est-ce qu'on peut espérer piloter la biodiversité comme on l'espérait il y a 30 ans, ou il y a 50 ans, ou encore plus il y a 100 ans, où on cherchait, comme l'a montré Bertrand, avec un certain nombre d'exemples, considérait que la belle nature, c'était celle qui n'était pas sauvage, justement, c'était celle qui était cultivée, celle qui était façonnée par l'homme. Et c'est l'homme, en la façonnant, qui la rendait belle, cette nature-là. Et c'est cette nature-là qu'on souhaitait protéger, finalement. Je pense que le chemin a été fait par un certain nombre de scientifiques par rapport à cela, et qu'actuellement, on estime que cette diversité de la nature est bien plus importante, et que c'est cette diversité-là des milieux, des habitats, des processus qu'il convient de préserver. Pour moi, on a une évolution de très longue durée dans les sociétés qui se manifeste ici, avec des hauts et des bas peut-être, mais il me semble considérer qu'il s'agit d'une évolution, et encore une fois, de longue durée. Alors dans les colloques habituels, c'est au moment où on dit il n'y a plus de questions, donc nous allons conclure, que plein de mains se lèvent. Et ben ça marche aussi dans les colloques en distanciel, comme on dit de nos jours. Alors plusieurs questions. Réserve intégrale, nature ordinaire, protection, gestion, conservation, tous entre guillemets, tous ces éléments ne font pas surgir le thème patrimoine ou patrimonialisation de la nature. Pourquoi ce thème de patrimoine n'émerge-t-il pas dans le discours, y compris du législateur? C'est vrai que c'est une notion qu'on n'a pas abordée. Ce matin, on a parlé d'artificialité, de naturalité culturelle. La patrimonialité, est-ce que c'est un élément qui doit ou qui, de facto, guide les choix de protection? Il y a peut-être une réponse du politiste et peut-être une réponse du forestier aussi. En fait, il apparaît pas forcément directement dans le législateur, mais par exemple, les CSRPN, c'est Conseils scientifiques régionaux de protection du patrimoine naturel. Ensuite, il y avait plusieurs aussi expérimentations, notamment qui commencent dès le début des années 1970, à essayer de comptabiliser justement ce patrimoine naturel. Donc en fait, on l'a utilisé au niveau, je dirais, de l'action publique en matière de protection de la nature. C'est plutôt des économistes qui se sont emparés un peu de cette notion de patrimoine naturel pour essayer justement d'apporter des éléments pour contrebalancer d'éventuelles destructions en essayant d'évaluer monétairement ou économiquement, en tout cas, la destruction de la nature. Donc en fait, il apparaît au moins à partir des années 70 dans pas mal de discussions. Je dirais qu'on n'a pas prononcé forcément le mot de patrimoine naturel, mais on a fait de parler que de ça. On a parlé que de ça, oui. On a parlé que de ça. Parce que là, la question qu'on s'est posée sur ces deux premières sessions, c'est qu'est-ce qui fait patrimoine? C'est-à-dire qu'est-ce que les êtres humains considèrent comme étant un élément digne de protéger et de léguer en bon état à leurs descendants. C'est ça la question qu'on a posée, puisqu'on a mis de l'humain au cœur de cela, de l'humain et de l'histoire. Donc on n'a parlé que de patrimoine naturel, avec des visions variables, croisées, changeantes. Encore une fois, le sous-titre de notre colloque me semble très significatif, des figures changeantes. On n'a parlé que de cela, de cette variation de la façon de considérer ces éléments naturels comme étant patrimoine important, moins important ou pas du tout important. Voilà. Donc il me semble que le patrimoine a transcendé l'ensemble de ces deux sessions. Oui, je crois qu'on mettra tout le monde d'accord en disant que le patrimoine ou la patrimonialisation, c'est une construction politique et institutionnelle. Donc effectivement, on n'a parlé que de ça, c'est-à-dire en quoi, au bout d'un moment, à différentes époques, moi un peu au 19e, vous également, vous dans une période plus récente, qu'est-ce qui, à un moment, fait sens, qui va être reconnu au nom de quel argument?
Et on s'aperçoit qu'évidemment que ça évolue avec l'histoire politique, l'histoire de représentation. Mais ne pas parler, parler patrimoine, c'est parler politique. Et donc du coup, on ne fait que ça, il me semble. On a un complément de réponse qui nous arrive. Réponse à la question sur le patrimoine. Code de l'environnement, article L110-1. Les espaces, ressources et milieux naturels, terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. Voilà ce que dit la loi. Oui. Oui, j'aurai un complément, parce qu'au-delà de ce qui vient d'être dit, pour l'aspect forestier que je connais, en fait, je pense que ça va bien au-delà du patrimoine naturel. C'est-à-dire qu'en fait, les forêts portent un héritage des pratiques passées qui font qu'elles sont dépositaires d'un patrimoine socio-culturel presque aussi important à prendre en compte, à préserver, et notamment dans les pratiques passées. Et il y a un lien des fois avec la biodiversité. Je prends souvent l'exemple que certains dendro-microhabitats, qui sont des particularités des arbres qui peuvent héberger des communautés animales, végétales ou fongiques particulières, que sont les cavités basses, donc des trous à la base des arbres, ces dendro-microhabitats qui apparaissent spontanément dans les processus naturels peuvent aussi être favorisés par des pratiques ancestrales, maintenant oubliées, de taillis ou d'aillis sous-futés. Et donc, en fait, on peut avoir une augmentation de la biodiversité ou des supports de biodiversité par ces pratiques-là. Et je prends l'exemple d'une réserve biologique intégrale dans la forêt de la Comté, dans le Puy-de-Dôme, sur lequel j'ai travaillé. Et en fait, cette réserve fait 90 hectares sur un massif de 630 hectares appartenant au département du Puy-de-Dôme. Et en fait, j'ai milité dans la construction de la trame de vieux bois à l'échelle du massif pour que l'une des parcelles qui a cet héritage de ce qu'on appelle le taillis sous-futé soit traitée avec des coupes de taillis, ce qui est un concept un peu difficile dans une forêt à vocation naturelle, de dire on va faire de l'interventionnisme en coupant du taillis, parce que c'est quand même assez violent sur l'écosystème forestier. Il n'empêche que l'une des questions que j'ai par rapport à la zone en libre évolution, c'est que ces arbres porteurs de dendro-microhabitats sont susceptibles d'évoluer et de perdre les dendro-microhabitats, donc le support d'accueil pour les communautés afférentes. Donc je n'en sais rien, mais je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à suivre. Et je me dis, si jamais on les perd par l'évolution spontanée, peut-être que le traitement en taillis permettrait d'en garder quelques-uns. Voilà, on est dans du génie écologique, je pense qu'il faut le limiter, mais ça peut être intéressant. Donc l'aspect socio-culturel me paraît au moins aussi important pour comprendre d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on est susceptible d'aller. On rejoint l'aspect historique. Alors, en vous entendant parler de patrimoine qui n'est pas que naturel, qui est aussi socio-culturel, je me demandais si vous ne pouvez pas parler de patrimoine émotionnel commun, de patrimoine émotionnel partagé. Et on a une réflexion que je vais vous lire, et ce sera le dernier mot de cette matinée. Une réflexion transversale suite aux 2 sessions. En effet, je voudrais rebondir sur le constat entre les visions de scientifiques sur la nature / biodiversité et autres visions. Finalement, pour contrecarrer les visions technocratiques qui ne pousseraient pas à l'action, car comme le signalait Raphaël Larère, on a encore des rapports signalant des déclins malgré plus de suivi, plus de documents d'objectifs, plus de lois, ne serait-il pas pertinent de mettre plus le sensible au cœur des débats, de façon à rendre la nature / la biodiversité en des termes moins abstraits, mais plus un ensemble de vécus et créer ainsi des espaces de dialogue sur ce qu'on partage. Quelque part, le remarquable des uns n'est pas le remarquable des autres, en dehors même des échelles historiques, et culturellement, ce sont les scientifiques, les gestionnaires et les naturalistes, on entretient peut-être l'image de ce qui est remarquable, ce qui est à protéger, conserver, préserver. Peut-être avons-nous trop aseptisé la biodiversité et la nature de toute émotion, ce qui a empêché un véritable engagement, ce qui empêche un véritable engagement et un véritable passage à l'acte ou à l'action à l'échelle naturelle, mais à des échelles plus individuelles aussi.